Out and About with DK again. Today we are coming to you with none other than Imani Baz, a Zouk artist hailing out of what? GP, Paris, you name it. He is here with us. So we're going to be talking to him a little bit about his career. And we are also going we're also going to talk about what he served us so far. I am at the, where am I? The Sapphire Hotel. I haven't been here in a very long time. It changed a bit. Donc ça me fait très plaisir d'aujourd'hui de te rencontrer. Merci. Merci d'être venu chez nous en fait. Oh bah c'est gentil. Quand on est Imani et qu'on vient à Saint-Martin, c'est it's a big deal. Non, Imani c'est quoi? Tu fais comme si je... Bah, moi, je me dis Imani, c'est un artiste de zouk, une belle voix. C'est aussi, j'ai pris des notes en plus. Hein. Ouais. Il y a des gens qui écrivent, mon Dieu, il donne des frissons. Ses textes donnent des frissons, sa voix donne des frissons. Donc, for me, it's a frisson giver. He's blushing, oh my God. Okay. Carrément tout ça. Non, mais je sais pas, je veux dire, enfin, moi j'étais surprise, quand j'ai entendu parler d'Imani, et que j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est qui ce monsieur? Et j'étais surprise de réaliser que ça fait très longtemps qu'en fait que tu fais de la musique. Ouais, ça fait... Quand même. Ouais. Oh my God. Ouais, en fait, la musique, pour moi, j'ai toujours fait de la musique. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé en métropole, avec des rappeurs. Je ne rappais pas, je chantais. Ouais. Et on avait un petit groupe R&B. Et c'est vrai que la musique antillaise, vraiment le zouk, c'est le premier, entre guillemets, j'aime pas dire tube, mais le premier morceau commercialisé qui a un peu fonctionné, c'était en 2007. Donc, c'est vrai qu'on regarde les années, ça fait longtemps, mais... Mais comment on fait pour y rester, enfin, ne pas se décourager? Mais en fin de compte, Imani ne vit pas de ça, ou Imani ne vivait pas de ça au moment où ça explose? Après, moi, j'ai l'impression que j'ai plusieurs cordes à mon arc, en fait. Ça veut dire que je suis arrivé dans un milieu où, en fait, je viens d'un milieu où tout était super organisé. Donc, la manière que je suis arrivé, j'ai essayé d'être organisé de cette même manière. Donc, au premier, je ne vais pas dire le premier projet, mais en fait, j'aime pas le côté ne pas comprendre, en fait. Donc, j'ai produit le premier album et j'ai essayé de comprendre le rôle d'un producteur, c'était quoi exactement, parce que je le faisais... normalement en fait, je le faisais normalement. C'est vrai que quand on nous a proposé de faire le premier album, j'avais Ali Angel, j'avais un autre artiste, Gardi. Mais c'était pas par accident, c'était réfléchi ce choix ou pas, travailler avec Ali Angel, etc. Non, tout ça c'était des concours de circonstances. En fait. D'accord. Tout ça c'était... je connaissais pas en fait. Voilà. Mon petit frère est plus branché zouk, était plus branché zouk que moi. Donc lui me disait à peu près des noms. Et mais en fait, c'est ça en fait. En fait, tu étais tellement branché R&B que tu n'étais même pas en train de suivre la scène musicale du zouk en fait. Voilà, je connaissais des titres parce qu'on allait en boîte. Dans la boîte, tu avais des moments zouk ou quoi que ce soit. Je connaissais les titres, mais je ne connaissais pas forcément les gens. Ouais. Ce qui fait que j'ai pas eu, en fait, quand j'ai bossé avec Ali Angel, j'ai pas été impressionné du genre comme personne, je bossais avec Ali Angel. Et chaque personne, en fait, j'ai jamais été impressionné parce que je idolâtrais pas, je ne connaissais même pas leur carrière. Je suis arrivé là, on a collaboré. Il s'en est sorti quelque chose et de fil en aiguille, c'est vrai que ce qui a fait que j'ai duré dans le temps, je pense, c'est le fait de petit à petit, je vais pas dire me professionnaliser, c'est-à-dire que... Il y a une progression quoi. Ouais, mais c'est même pas artistique en fait, c'est au niveau de la structure. Ça veut dire que, comme je te disais, en 2007, on sort le premier album. 2008, en fait, je sais pas si tu connais Steve Pierre-Louis. J'ai lu. Donc je rencontre Stevie qui cartonnait à l'époque avec Jean-Marie Ragal, avec Cyrielle, avec lui-même, et Peggy Bajal. Et en fait, en style de musique, zouk entre guillemets, c'est pas du tout, on est opposé en fait, c'est un zouk qui est très pays, et moi j'étais entre guillemets un peu plus urbain, zouk urbain et tout ça. Mais justement, je me posais la question, est-ce que c'est par rapport à tes amours pour le R&B que ton style musical est comme il est, ou est-ce que c'est vraiment que les gens ont accroché, que tu as trouvé ce parfum musical, je sais pas.
Alors, alors, il y a des gens qui disent j'ai une touche. Ouais. J'ai une touche. Un petit quelque chose, un le petit je ne sais quoi. Mais en fait, le truc, comme je te disais, c'est Steve, Pierre-Louis et moi, on est opposés. Ouais. C'est-à-dire que j'écoute des choses qui n'écoutent pas du tout. C'est vrai que je suis au courant de tout ce qui sort, même actuellement en hip-hop ou quoi que ce soit. Et je sais très bien que c'est pas sa tasse de thé. Mais nos opposés, qu'on arrive en studio, on mélange tout. C'est-à-dire que, tiens, j'ai écouté ça. Ça fait une belle fusion, quoi. Et je constate, parce qu'on a essayé, j'ai bossé avec d'autres producteurs, quand je dis producteurs musicaux, compositeurs, et on est en accord, mais c'est moins tube que Steve où c'est opposé. Parce que même là, on a le dernier titre et tout ça, on est complètement opposé, mais le mélange, la façon que je vais emmener les choses, la façon que je vais penser les choses, et lui, comment il fallait retranscrire, bah, ça a donné une personnalité après. Et comme je te disais, c'est-à-dire que premier truc, premier projet, j'ai laissé faire parce que pour moi, c'était son game et tout ça, il connaissait mieux que moi. Après, j'ai dit, bon, je vais m'imposer un petit peu plus parce que... j'ai des choses à dire et je veux faire... Ouais, je veux faire d'une manière et tout ça. Mais avant, la première chose qu'on m'a dit de faire, dans des choses qui n'avaient rien à voir, c'était de me structurer. Donc j'ai monté un label. Par la force des choses, je suis arrivé quelque part, il y avait un mec qui m'a dit tiens, on peut t'accompagner dans ce projet. J'ai fait un label. Et le label, en fait, le premier truc qu'il y a eu c'est un moment, il y avait les guerres entre les radios en France, et donc notre musique n'était pas tout le temps diffusée ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai dit, le premier truc qu'il faut que je fasse, il faut que je sois vu. Et la manière d'être vu, c'était Internet. Et j'ai créé une forme d'émission où j'interviewais des artistes, mais en mode show, entre guillemets à l'américaine, où je me déplaçais. Mais c'était ma stratégie, c'était qu'on parle de Imani, associé au nom, parce que je savais très bien que quand tu vas aller taper sur Internet Imani, il y aura des noms qui vont ressortir, Imani et Kennedy, Imani et Jacob, ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça, justement, qu'on a fait la connaissance de Francky Vincent, parce que j'avais une petite équipe qui était basée vraiment on était vraiment basé sur le web. Et de là, la seule différence qu'il y avait entre comme le premier album, j'étais dans une grosse structure qui était Section Zouk. Quand j'ai bossé avec Steve Ferry, qui était une petite structure, le seul truc qu'il m'a dit, écoute, nous on n'a pas les budgets que tu avais chez Section pour faire des clips, alors que moi j'avais eu juste un clip. Par contre il m'a dit, on a un peu de matériel, si tu veux faire des clips, le matériel il est là. Donc j'avais 2-3 potes et tout ça, on était fans. Mais à la base, t'étais pas spécialement graphiste ou ce genre de choses. Non. Oh, même allumer l'ordinateur, c'était chiant. Tu peux allumer l'ordinateur. Vraiment par la force des choses, pour l'amour de la musique. Ouais, en fait c'est ça le truc. Ça veut dire pour l'amour de la musique, j'ai commencé à gérer un label, donc de l'administratif. Donc maintenant je gère des dossiers, tout ce qui va autour. La vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a pris une caméra et je les saoulais. En fait, je les saoulais parce que j'étais très sur les détails ou quoi que ce soit, parce que moi, mes références, c'était les clips MTV Base ou quoi que ce soit. Donc j'ai saoulé et tout ça. Oh là là, t'as qu'à monter ton truc. Ouais, mais non, tu le fais mieux que moi. Et j'ai commencé à monter. En fait, j'ai monté une fois. Et ils m'ont dit, c'est la première fois que tu montes. Et je lui ai dit, j'ai dit, ouais, et le clip, il a été diffusé. Il est passé en télé et tout ça. Donc de là, comme je te disais, j'aime bien apprendre. Donc j'ai eu l'occasion, c'est tombé par hasard, j'ai fait un salon, il y avait formation de je sais pas combien de mois sur tout l'univers audiovisuel. Et c'est là que j'ai appris les bases en fait, mais parce que en fait au début j'étais autodidacte et là c'était beaucoup plus structuré voilà, en termes tu vois, donc, et quand je suis sorti de cette formation, mon premier client clip, c'était Francky Vincent. C'était Francky Vincent. Il m'a appelé, il m'a dit oui, tu te rappelles la petite émission, est-ce que tu fais des clips? Et je lui dis ouais. Et moi je ne peux même pas mettre un prix au clip. Je dis je ne sais même pas combien ça coûte normalement en fait. Ouais, ça veut dire que moi, même si je sais, je peux faire pour moi, mais me vendre donner un coup à ça, surtout lui comme disait le clip. Donc moi, un truc qui me paraissait cher, pour lui, il paraissait peut-être plus dérisoire, entre guillemets. Et moi, c'était plus pour me faire la main. Et où j'ai trouvé grandiose, c'est que moi, je lui ai vendu un prix. Et lui, il m'a payé le prix
que lui estimait que ça c'était valait. ça. Donc il m'a payé 3 fois plus que Oh ce que là j'avais là là vendu là, et mais tout là ça, tu vois. c'est... Et ça, j'ai trouvé ça de sa part cool et on est toujours resté justement en contact parce que justement, il trouvait que, il me disait n'importe qui aurait dit c'est lui, il serait descendu sur ses côtes et tout ça, il aurait fracturé. Et c'est comme ça qu'on est plus potes que potes, entre guillemets, hein. On ne traite pas ensemble, mais on se comprend. Mais on va s'envoyer des petits messages, tu vois. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, hein, la relation s'est établie. Ouais, mais du clip, je suis arrivé au graphisme parce que je me suis mis à faire... Mais du coup, mais attends, mais aujourd'hui, Imani, c'est au-delà d'être artiste, ou est-ce qu'il est quand même, il aspire quand même à rester dans cette arène du zouk, à encore chanter, à produire encore des textes et sortir des tubes? En fait, à chaque fois, le paradoxe, c'est à chaque fois, j'arrête. Ouais, quand on est bon, j'arrête, mais ça me rappelle. Ouais, tu sais, j'arrête, mais tu vois, je me rappelle le premier projet, parce qu'il n'y avait rien, on n'avait même pas, je galérais à aller chez Ali en studio, et des fois il n'était pas là, ou quoi que ce soit. Donc les premiers cachets que j'ai eus, je me suis fait un studio, tu vois. Et de lors que Steve aussi a fait un gros studio, on habite à côté. Des fois je suis là, si je te montre le studio, tu te dis c'est con, tu vois. Donc je vais aller, je vais enregistrer un petit texte, ou des fois je suis à la maison, j'entends une petite mélodie, je vais vite fait dans le studio, j'allume et je chante. Après je me dis c'est bon, c'est dommage, tu vois, je peux faire du clip. Ça ne me revient pas à grand chose entre guillemets de faire du clip parce que j'ai toute l'infrastructure audiovisuelle. Je peux produire, je peux faire ça. Donc des fois c'est frustrant de me dire ouais, comme j'ai dit, ça passe encore en radio. J'ai cette chance en fait d'être encore diffusé par rapport, tu vois. You're still relevant. Ouais, tu vois. Est-ce que alors, je sais que tu es d'origine guadeloupéenne, mais tu y as vécu ou pas? Jusqu'à l'âge de 5 ans. D'accord. Et le départ, c'était par rapport à quoi? C'était les parents qui ont voulu changer d'air Je n'ai jamais vraiment posé la question à la mère, je pense. Du coup, comment ça a été pour toi d'émigrer comme ça sur la France hexagonale? Est-ce que, bon, ils ont nourri un petit peu ce côté culturel zouk? Parce que quand tu dis que voilà, mon petit frère était sur des trucs de zouk, mais moi pas du tout. Parce que dans déjà, le foyer, le zouk a occupé quelle place? Moi, j'ai pas grandi avec lui. Ah, il a grandi avec mon frère, avec mon père. Ouais. Et lui est venu aux Antilles, donc à un rapport plus familial avec les Antilles que moi. Donc il connaissait plus certaines choses. Moi, j'ai grandi en cité HLM avec des Noirs, des Arabes, un peu de tout, des Chinois, des Africains. Donc on allait dans les mêmes... excuse-moi. La France métisse culturelle. Voilà. On allait dans les mêmes soirées, les mêmes lieux, on écoutait la même chose. Donc j'étais proche des Antillais parce que ma mère, fan de musique antillaise, mais elle était fan de musique en gros. Après, à l'adolescence, il y a eu l'arrivée du hip-hop dans les années 90. Il y a l'arrivée du hip-hop et la révolution du rap et en même temps tout ce qui était New Jack Swing, tu vois, Teddy Riley, des trucs comme ça. Donc on était fan déjà de musique, acheter ce genre de musique, mais j'écoutais naturellement de la musique antillaise quand j'allais en vacances aux Antilles. Donc c'est vrai que mon souvenir à la Révolution, ça a été Jean-Michel Rotin. Mais autant j'ai toujours été fan de Patrick Saint-Éloi. Ça bouge pas. Il me fait vibrer, comme on dit. Franchement, j'ai toujours été fan. Après, il y a eu la période début 2000 avec l'arrivée justement des Nichols, un zouk un peu plus R&B, où j'écoutais... Mais d'ailleurs, ta musique, elle est un petit peu aussi parfumée R&B à des moments. On a l'impression c'est ce qu'on me dit, mais en fait, c'est pas mon chant. Entre guillemets, c'est limite du Keisha revisité. Enfin, je sais pas si on te l'a dit. Non, je pense que c'est une question de culture en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais, il est important en fait de dire, c'est-à-dire que moi j'ai cette touche que je peux pas enlever, c'est indélébile parce que c'est ma culture de base. Et en travaillant avec quelqu'un qui est ancré justement dans le zouk pays, ça... Donc tu fais bien une petite différence entre zouk pays et toi, ton style de zouk en fait. Tu lui as donné un nom ou pas?
Non, moi je suis pas... non, non. Mais il faudrait qu'on le nomme. Non, parce qu'après, tu sais, une fois j'ai écrit une chanson pour un chanteur. Et, et en fait, je crois que le truc n'a pas marché parce que c'était trop moi. Et c'était pas moi qui chantais. Et à l'époque, et j'ai pas eu cette frustration, mais c'est là que j'ai dit, tiens, il y a peut-être une couleur, mais c'est pas un truc que je recherche en fait. C'est que j'écoute, tu vois, franchement, j'écoute la musique latino, autant j'écoute la musique nigérienne, autant j'écoute du compas, du zouk par la force des choses. Et la musique, tu vois, je consomme Tu es musicalement riche, quoi. Oui, après ça c'est depuis tout petit, j'aime la musique, peu importe, ça peut être du rock, j'ai adoré Nirvana. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer que, enfin imaginer, je dis ça, non, mais est-ce qu'aujourd'hui tu es à la retraite musicale ou est-ce que tu es vraiment en train de juste prendre une pause? Qu'est-ce qui se passe? Parce que comme tu dis, as dit tout à l'heure que tu pars, tu reviens, tu pars. Tu es love-hate. Hein? Je t'aime moi non plus avec toi-même et ta carrière musicale. Mais en fait, j'aime la musique, j'aime pas forcément le business. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose. J'aime la musique, j'aime quand je suis là, je découvre un nouveau son. C'est le deuxième artiste qui me dit ça. Ah bon? Ouais, qui me dit même, moi je préfère me produire dans des petites salles de quartier et prendre des tout petits cachets si je peux garder la qualité de vie que je veux mener, et que j'ai pas envie du stress de, voilà, toutes les 2 minutes dans l'avion, etc. Alors que d'autres, bon ben... Moi j'aime être en famille, tu vois, c'est la base. C'est-à-dire que pour moi, maintenant, peut-être quand j'étais plus jeune, j'aurais préféré... Ton univers... S'il y avait 20 ans, ou 10 ans, quand je suis arrivé, j'étais au même stade que je suis aujourd'hui, ça serait différent, tu vois. Mais pour moi, mon moteur, c'est la famille. C'est-à-dire que autant je fais de la musique, eux-mêmes ils savent quand je suis Imani, mais autant, tu vois, c'est-à-dire qu'avant, je suis un Saint-Martin, j'aurais pris une caméra. Tu vois, j'aurais pris une caméra, j'aurais filmé, machin. Là, de moins en moins, parce que je laisse la place. Ouais, je veux leur privilégier du temps. Comme ça, eux, ils respectent quand je suis occupé, quoi, tu vois. Et même, ça veut dire que... Je vais pas dire... C'est pas... Je suis vieux, tu vois, mais il y a une génération, il y a une autre manière de communiquer. Et cette communication, H24, ça se passe par les réseaux sociaux, par le téléphone. Et je ne peux pas être à 100% sur mon téléphone ou quoi que ce soit. Après, j'ai une culture, j'ai même une base, j'ai repris des études où qui est basée sur le digital, en fait, la communication et le marketing digital. Donc je sais ce que ça en coûte d'être toujours sur le téléphone. Donc déjà, je suis toujours connecté. Voilà, ça prend énormément de temps. Donc, et j'aime pas montrer, c'est-à-dire que pour communiquer, il faut montrer ma vie de famille, comment je vis et tout ça. Effectivement, si tu vois, tu arrives quelque part, tu filmes et tout ça, ils vont dire, ah le gars il est bien. Et je sais pas, une mauvaise vie, franchement, par la grâce de Dieu, ça va. Au-delà de la musique, ça va, tu vois. On vit bien, on a la chance de voyager, mais j'aime pas susciter l'envie, en fait, parce que derrière, les gens ne savent pas, je travaille tout le temps, en fait. Je travaille tout le temps. C'est-à-dire que tu as la conception d'un projet, d'un clip, même de gestion de label, ou quoi que ce soit, tu vois, ça prend énormément de temps. Pendant longtemps, on a parlé du fait que le zouk ou les zoukeurs ou les artistes de zouk ne pouvaient pas vraiment vivre de leur musique. Toi, tu t'en penses quoi? Tu étais obligé de cumuler autant d'activités pour vraiment avoir cette vie, comme tu dis, une bonne vie, une belle vie, une vie où on est bien. Je pense que c'est... Où on est financièrement épanoui, par exemple. Alors, quand on regarde la pyramide, parce que moi je bosse comme ça, la pyramide de mes plus gros revenus, c'est pas chanteur. Voilà, c'est clair, c'est pas chanteur, tu vois. C'est pas chanteur. Et je me dis... mais en fait, c'est pas que... Comment expliquer en fait le truc? C'est une question de culture en fait. C'est-à-dire que je parlais avec des artistes, eux sont qu'artistes. Donc on te traite comme un artiste. Donc des fois, on te manque de respect. Tu viens, tu chantes, mais on part dans un coin, on te donne un verre de champagne, alors s'il faut boire de l'alcool ou manger avec des cacahuètes, on dit chante, tu vois. C'est-à-dire que ça, moi, ça m'intéresse pas.
Dès lors que qu'on me l'a fait, ça ne m'intéresse pas. Donc les prestations, j'ai dit ouais, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas, j'en ai fait. Voilà. Après, moi c'est par rapport à la force des choses. Quand je regardais à l'époque des disques où il y avait des mecs... un rapport où les artistes sont vénérés, tu vois. C'est-à-dire qu'ils représentent quelque chose et sont respectés. Mais c'est dans la culture. Donc, on va leur donner leur salaire à leur juste mesure, tu vois. Qui fait que ils peuvent être plus valorisés. Et au-delà de ça, je pense que c'est plus où je vais être plus culturel. C'est-à-dire que il y a un côté assistanat. C'est-à-dire que moi, je réponds à des frictions, à des freins, on va dire. C'est-à-dire que là, on me freine pour quelque chose, pour de la production. Ok, vous ne voulez pas me produire, j'accepte. Ben, je vais monter une boîte de production et je vais me produire. Tu veux pas me passer dans ton média? Il y a un média qu'on ne peut pas arrêter, c'est Internet, la preuve, ça te fait toucher le monde, donc je vais contourner ce truc, tu vois. Et à chaque fois, ça a été ça. Ça a été des frictions, donc qui fait que je suis un vrai indépendant, je ne vais pas dire un entrepreneur, par la force des choses, oui, tu vois, parce que j'ai appris à t'auto-suffire quelque part et ne pas dépendre de l'industrie quelque part. Voilà, mais en la comprenant, tu vois, en la comprenant bien, dans le sens que des fois il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi et sur des bases du business, ben ils connaissent pas, tu vois, ou ça les intéresse pas, parce que c'est quand même un travail administratif de monter un dossier. Avant de sortir un album, on sortait un album, point à la ligne, on était content, on avait sorti notre disque. Moi, derrière, en tant que label, pas en tant qu'artiste, je sors un album, un titre, en tant qu'artiste, je veux dire à combien il faut que j'investisse pour être rentable. Et à combien... Tu as un esprit de businessman, voilà, d'affaires. Voilà, c'est-à-dire que le truc doit être rentable et comment le faire, c'est-à-dire que je vais avoir une réflexion pour sortir le truc, quel média, quelle personne, quel ceci, quel cela, pour être rentable, tu vois. Qui fait que j'ai pas besoin, tu vois, je parlais avec un artiste il n'y a pas longtemps et il me parlait d'un coût d'un clip. Le coût d'un clip et la rentabilité au nombre, le nombre de vues qu'il lui faudrait pour rentabiliser cet investissement de clip. Je comprends. Je ne me pose pas cette question. Parce que le fait d'avoir eu des réponses, des solutions à tous les trucs au fur et à mesure, ben, j'ai fait entre guillemets à l'américaine, les gars, ils prennent leur en main et ils foncent. Et ben c'est comme ça, tu vois. Après, je sais très bien que... Est-ce que tu vas prendre des protégés pour le coup? Tu vas être mentor pour certains ou pas? Tu as autour de toi des... J'ai des artistes autour de moi, mais j'ai poussé à être indépendant, pas dépendre de moi. C'est-à-dire que... C'est noble quand même ce que tu dis. C'est noble. Bah, pour moi, au-delà de ma cause, c'est comme ça que les choses vont changer. C'est-à-dire que eux, comme il y a des gens autour de moi, tu vois, parce que je me rappelle avoir produit un artiste et ils pensaient que moi, alors j'ai tout fait de A à Z, mais ils pensaient que moi, je boycottais son projet pour rester. Et je lui ai dit non. Et des années après, qu'on rediscute, il a compris ma démarche. Ma démarche, c'est que tu apprennes par toi-même et comme ça, tu es indépendant. Moi, je suis plus là, toi, tu peux rester dans le game et tu sais, moi, j'accompagne juste par rapport à mon expertise, mon expérience, mais je ne veux pas, mon but, c'est pas de manger sur toi, c'est que
Par contre, tu peux développer un savoir-faire sur un truc que je ne sais pas faire. Et demain, on fait un échange de procédés. Et il y a plein de gars, c'est comme ça que je fonctionne avec eux. Parce que eux, ils sont forts peut-être en secrétariat administratif. Donc, je leur délègue une certaine partie de comptabilité. Et moi, derrière, je suis fort peut-être en design ou quoi que ce soit. Et on s'entraide. Mais pour moi, et c'est comme ça qu'on on construit une pyramide. Parce que si moi je me dis je m'enrichis entre guillemets et derrière on vient pas faire ma porte, ça ne le fait pas. Et même en tant que je vais aller plus loin en tant qu'homme de couleur, la clé c'est la connaissance en fait. Donc moi il y a des gars qui sont venus me voir et qui m'ont donné une connaissance et c'est à ce moment-là que donc les toi choses... tu es dans la transmission également. également. Et eux, c'est là que les choses ont commencé à changer, à dire franchement pendant longtemps on avait l'impression que c'était quand même un milieu très fermé, que c'était un petit cercle, que toutes les connaissances restaient. C'est toujours ça. Ça l'est. C'est un fait quoi. Ça c'est un fait. C'est-à-dire que je dis quand à un moment, moi je te dis les prestations c'est verrouillé. Et c'est en fait le plus gros moyen cachet financier qu'un artiste afro-caribéen fait, c'est sur les prestations. Mais si le truc il est verrouillé, il faut trouver une solution. Pourtant il y a toujours des trucs à faire, tu vois. Il y a toujours des trucs à faire et pourtant le monde est vaste. Et tu vois que notre musique, tu vois, on est à Saint-Martin, tu vas aller à l'autre bout de la planète, je sais pas où, on va t'entendre, à Miami. Donc c'est vaste. Et il n'y a qu'un truc, c'est Internet. Donc quand tu comprends le système Internet, rien n'est verrouillé. C'est-à-dire que si je devais baisser les bras parce qu'il y avait un mec qui me disait ouais là ça devient compliqué parce que on ne veut pas produire, pourquoi machin. Je leur dis on est à l'ère, tu prends un smartphone, t'achètes, mais même pour que dalle, pour 500 € maintenant, tu arrives à avoir un studio d'enregistrement chez toi en achetant. Il y a 20 ans c'était pas possible. Parce qu'un micro c'était un bras, un truc c'était un bras, machin. Les logiciels, bon, tu les trouves, tu vois, sur internet tu les trouves. Et tu peux faire de la musique chez toi. La base en tout cas, la base qui fait que... Mais vocalement il y a quand même besoin de travail, non? Parce qu'il faut quand même trouver son timbre de voix, il faut quelque part asseoir son style, enfin, il faut trouver aussi son... Oui, et c'est ce que je dis, j'ai un artiste, je lui dis c'est des années. Ça c'est des années, tu vois, après c'est des années de se dire... En fait, il faut faire des mises à jour quand même, tu vois, je me dis, il faut pas rester sur... D'une, moi, je reste pas sur mes acquis, c'est à chaque projet, tu vois, j'ai l'impression c'est... quelque chose de nouveau, je suis obligé de refaire le même combat, de passer par le même chemin, de prouver encore, tu vois, donc ça, c'est sûr, mais c'est aussi le timbre de voix, après, tu as des gens où c'est, je veux dire... Toi, tu peux galérer, il y a des gens, c'est inné, tu vois. Après, comme je dis, je prends personne de haut, parce que demain, tu vas voir un petit, tu vas dire, tu vois, regarde. Et dans 10 ans, c'est lui qui te regarde et t'es encore plus minable, tu vois. Et ça, ça c'est la vie, parce que lui, il est déterminé, et toi, tu penses que tu es assis sur un trône, tu vois. Et c'est ça, je prends personne de haut, le petit qui va arriver, je lui dis, tout est possible. Qu'est-ce que tu penses en fait du zouk en anglais on aurait dit what is the state of the zouk right now? Quel est l'état du zouk en ce moment? Moi j'ai trouvé que ça a pris, c'est monté en notoriété, je vois beaucoup plus, enfin le public zouk est désormais maintenant très 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 divers, très hétérogène si tu veux. On a fait beaucoup de chemin? Alors, en fait, je vais dire... il y a deux états du zouk. Parce que pour moi, en tant qu'Européen, entre guillemets, le zouk qu'on fait, c'est un zouk édulcoré. Tu vois, c'est-à-dire que... et la preuve, c'est-à-dire que nous, on demande plus ou moins de chanter en français, tu vois, mais le vrai zouk en Guadeloupe... D'ailleurs, il y a tout un débat sur le sujet, le fait que le créole est en train de disparaître dans les zouks qui sortent, mais bon. En fait, c'est deux combats. Parce qu'en fait, tu as le business, comme je te dis, tu as le business et la musique. La musique, ok,
ça se passe en créole parce que c'est la base et moi je suis d'accord avec ça en tant que musicien. Tu vois, en tant que musicien, tu vois, je sais que l'année dernière j'ai sorti un zouk c'était une chanson à l'ancienne que j'avais écrite, que j'ai ressorti et qui a super bien fonctionné, qui était en créole, son à l'œuvre, mais j'ai pas calculé en fait, j'ai pas calculé parce que moi c'est un titre que j'ai écrit quand je suis arrivé et c'est comme ça que je voyais le zouk, tu vois, et si je sens maintenant c'est parce que j'ai les moyens. À l'époque quand je présentais à la maison 10, je me dis non, pas celui-là, tu vois ce que je veux dire, donc c'est un fait, donc ça peut encore marcher, mais certains médias ne vont pas passer parce que c'est en créole, tu vois, et de l'autre côté, tu as le business où le zouk est en français, où tu as... le public francophone, quelque part. Le public francophone, mais on te met en compétition avec d'autres musiques où il n'y a pas de... Il n'y a pas de compétition à voir, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'on met en compétition avec, tu vois, le compas, il y a très peu de compas en français, tu vois, mais le public compas suit le truc, porte ses artistes, respecte ses artistes, peut-être de la manière c'est fait aux États-Unis, où il y a un plus gros marché, et moi je dis bravo, tu vois ce que je veux dire, mais toi quand tu arrives ici en France, tu vois, et certains médias te demandent de le faire. Tiens, tu vas proposer, on va dire, ouais, celui-là, il plaît plus. Tu es obligé de... C'est pas une obligation, soit tu rentres en guerre et tu dis, voilà, moi, je calcule pas, en fait. Moi, je dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes issues du R&B et issues de la métropole qui ont grandi là-bas et qui sont dans le truc, tu vois ce que je veux dire. Donc, dire c'est plus international maintenant, ça c'est sûr. C'est plus international grâce à Internet. Mais la reconnaissance, elle n'est pas internationale. La reconnaissance, c'est pas une reconnaissance d'un artiste. Est-ce qu'on a besoin de la reconnaissance en dehors de notre propre niche, quoi? T'en as besoin t'en as besoin pour faire avancer certaines choses. T'en as besoin pour la crédibilité. Ça oui, c'est pas la reconnaissance pour dire je suis une star. C'est la reconnaissance de se dire tiens. C'est du travail reconnu. Voilà, c'est du travail et être mis au même stade que tout le monde. C'est fait que je dis pas rentrer sur toutes les radios, mais serait-ce que monter tu vois, des festivals, ça tu peux l'avoir. Il y a très peu de groupes live, tu vois. Il y a très peu d'endroits où on joue du zouk, tu vois. C'est-à-dire que même hors de musique, quand tu parles de zouk, les références, c'est Francky Vincent, c'est la compagnie créole. Et, ça m'avait choqué dans le temps. Et on va pas te dire qu'il y a une génération, c'est beau ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire. On l'a stéréotypé, on l'a gardé, voilà. Et même dans le... Parce que le zouk, on va classifier dans musique du monde, et même dans musique du monde, le zouk, c'est pas forcément au sérieux. Tu vois, comparé à, je veux dire, la musique orientale, la musique latino, la musique africaine, tu vois, qui est solide. Mais c'est culture. En fait, c'est plus il y aura des structures, je dis, plus il y aura des choses qui vont se faire. C'est la première. Les gens, quand ils viennent me voir, peu importe ce qu'ils font, je leur dis. Essayez de structurer. Structurer, ça ne veut pas dire investir. Monter une petite association. Une petite association de quartier. Vous pouvez avoir une salle de répétition. Vous avez pas très cher, grâce à l'association. Juste ça, les choses elles vont changer. Tu vois. Maintenant, si tu laisses tout gérer par des gros empires qui ont déjà... ils ne sont pas à ta place. Aujourd'hui, on est en 2020. En 2020, les jeunes rêvent c'est ça en fait, de la notoriété, on va pas dire d'argent facile, mais en tout cas de vivre leur rêve tout simplement. Et souvent, c'est dans les arts ou le sport. Est-ce qu'il y a encore de la place pour autant de choses, ne serait-ce que musicalement? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a de la place pour tout ça. Si, il y a de la place, de toute façon, moi je pense. On doit se faire sa place alors? On doit prendre sa place? Comment on fait? Un jeune qui nous écoute, qui va dire, mais Imani, il est bien gentil, il va se structurer, je ne sais pas par où commencer, monter une association, c'est compliqué. Maintenant, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Moi, en fait, parce que le truc, moi j'ai fait que, c'est-à-dire que je te dis, je suis arrivé en 2007 et ça s'est fait en 2012.
pareil, je me suis posé, je me suis posé les questions, mais moi, ce que je me suis dit, c'est si moi je peux le faire. N'importe Toi qui aussi, peut tu peux le faire. Ouais. Parce que moi, je vais pas dire, moi, je suis basique, tu vois, je suis pas doué, je m'estime comme ça. Mais il y a un outil, voilà, pour moi, qui a changé ma vie, c'est Internet. Tu veux faire un truc, tu tapes le tuto 2 et tu trouves une réponse, tu vois. Tu veux faire une table, tu tapes tuto, ou tu veux faire impressionner de la cuisine. Ouais. Voilà, c'est le meilleur moment pour être autodidacte. Voilà, tu vois. Après, la stratégie, ça c'est autre chose. Ça veut dire que la stratégie, les jeunes, ils l'ont plus facilement que les anciens. Parce qu'ils ont l'outil le plus facile, ils sont toute la journée en train de se filmer et plus facile à connaître des millions de vues ou quoi que ce soit. Internet, c'est simple. Hein. C'est-à-dire que l'algorithme, ce qu'il demande, c'est des informations. Plus tu vas lui donner des informations, plus il va te classer mieux. Plus tu vas être présent, plus il va te classer mieux. Alors si tu sais le faire intelligemment, voilà, tu vois, il y a un artiste que je suis depuis des années, depuis peu, parce qu'il n'est pas arrivé depuis longtemps, il s'appelle Take, tu vois. Et sa stratégie, il présente un clip sous forme de feuilleton. Tu vois, après, et ça veut dire qu'il fidélise des gens. Et au fur et à mesure... À chaque fois, il faut attendre la suite. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure, il donne du contenu. Moi, je me dis, je trouve ça génial. J'ai pas le temps. Voilà, c'est génial. Il faut avoir le temps de le faire. Voilà, mais j'ai pas 20 ans non plus. Ceux qui ont 20 ans... ils peuvent le faire. Voilà, tu vois, t'es là, tranquille, tu prends ton truc. Quand je dis, non, du matériel vidéo, ça coûte pas comme moi je suis arrivé où un clip c'était 5-6 000 euros parce qu'il fallait une caméra qui coûte un bras ou quoi que ce soit. Maintenant, avec un appareil photo, on fait déjà du bien. Après, tu augmentes de gamme, je ne demande pas d'acheter le meilleur truc, mais il y a des possibilités tellement simples d'être autodidacte. Que ça, on parle de musique, mais que ça soit en média, en radio, télé, grâce au web. Maintenant, s'il fallait que tu demandes l'avis du CSA pour diffuser ce que tu fais, là ça décourage, tu vois ce que je veux dire. Ils vont te dire non, c'est réservé, mais maintenant on n'est plus à cette ère-là. Tu vois, toi-même, tu vas avec ton téléphone, et c'est comme tous ces... tu vois, on parle d'un mec, il y a des gars, des DJ font des lives comme Pathos, machin. Ils ont des abonnés. Il a fait une application chaîne Pathos, Android et Apple. Voilà, il a fait son truc. Tu vois, en fait, tu encourages tout le monde à se lancer. En fait, faut juste se décider et commencer par penser à se structurer de toute façon. De toute façon. Quelle est la meilleure leçon de ce parcours Tu dis? Quelle est ta meilleure leçon de vie dans tout ça, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? De croire en soi, en fait. De ne pas se mettre de limites, en fait. Tu vois. Et comment on fait pour croire en soi? Justement, le petit garçon qui sommeille en toi, il est comment aujourd'hui? Il est content? Il est en pleine... Il est comment? Moi, je suis... déjà, moi, je suis un éternel insatisfait. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc, je vais être content pendant 10 minutes et après quand ça va sortir, je vais voir que les défauts. Tout ce qu'il fallait changer. J'aurais pas dû le faire comme ça. J'aurais pas dû le faire comme ça. Tu vois. Mais en tant qu'homme, après, c'est que le chemin il est bien, tu vois, et je suis quand même, je suis pas arrivé à mon stade. Mais parce que j'ai appris plein de choses, tu vois, c'est-à-dire que il y a 10 ans, tu m'aurais dit j'aurais fait des clips, j'aurais dit non, c'est pas possible. Tu m'aurais dit j'ai un studio, j'aurais dit non, tu m'aurais dit j'aurais dit non, parce que moi-même je me mettais des barrières. Et je me dis, quand tu regardes le monde, et même après, tu m'aurais dit j'aurais voyagé, j'aurais dit ouais, machin et tout ça. Tu te vois par 2 ans. Ouais, tu vois, c'est-à-dire qu'après tu t'assois dans un siège et tu te demandes si tu es légitime ou pas. Et après tu dis si je suis légitime parce que je bosse derrière, parce que j'en veux tout simplement. Voilà, tu vois, c'est ça, tu vois. Après, bien sûr, je me dis c'est au détriment, de ce que tu me posais la question avant, c'est au détriment du côté artistique, purement chanteur, tu vois, c'est-à-dire que c'est plus ma priorité. Mais derrière, ça fait un moment que je suis là,
j'ai eu la chance de faire 5 ou 6 albums, tu vois, avec chaque ou 6 albums, même si c'est pas des tubes qui ont marqué, mais c'est quand même une contribution quand même voilà. au monde zouk. Et va peut-être rentrer au fameux musée du zouk. Mais je suis encore là en fait, tu vois, c'est-à-dire que le truc c'est que je suis encore là et j'aime bien la manière dont je suis, parce que ça me ferait... Et il a encore des rêves, Imani, ou pas? Ah oui, énormément. Énormément. Ouais, énormément. Moi, il faut... Un éternel rêveur donc. Oui, il faut. Moi je dis c'est la base, c'est-à-dire que c'est quand tu vois le truc c'est la base, tu vois. Tu veux pas, c'est ce qui au-delà de l'artiste, c'est humainement, si tu as des gars qui vont dire je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et tu dis, j'essaie de plus leur mettre de frein, on aurait dit non mais tu sais c'est pas possible, et eux ils le font et tu dis ah ouais tu vois, ils avaient raison. Ouais, voilà, et je vais le reconnaître, hein, des fois je vais appeler des gens, je vais leur dire félicitations parce que je suis content, tu vois. Il y a plein de gens, il y a plein d'artistes, je leur envoie des petits messages comme ça, je leur dis... Après, ils le disent pas parce que ça fait pas machin, tu vois. Mais je trouve... moi j'aime ça, tu vois, parce que j'aime les gens, tu vois, au-delà de la musique, hein, tu vois, ce qu'ils font, quoi que ce soit, c'est juste le combat. Ouais. Et le combat, il ne s'arrête pas qu'à la musique, ça veut dire tout ce qu'on va faire autour va faire qu'on va rester... Donc c'est ça qui fait que, tu vois, c'est-à-dire que l'interaction qui est entre nous deux est déjà une connexion pour faire avancer les choses, tu vois. Bien, ben merci Imani, c'était un vrai plaisir. Merci. On a bien échangé parce qu'en fin de compte, nous quand on a des échanges avec des artistes, souvent on ne se cale pas uniquement sur le côté, l'aspect musique, l'aspect star. Il n'aime pas trop, hein, mais c'est quand même une star. On a beau dire non, pas moi. J'en ai un qui me répond tout le temps, mais moi je ne sais même pas chanter. Really. Et non. donc... je sais un peu chanter. Mais nos auditeurs vont être très 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 contents de cet échange. On aime bien aller en profondeur et parler d'autres choses au-delà de la musique. Et j'ai bien aimé le côté entrepreneurial que tu nous as présenté en nous expliquant toutes les petites choses que tu as dû mettre en place afin d'en arriver là. Finalement, il n'y a pas que le côté talentueux qui est nécessaire pour rentrer dans ce type d'univers en fait. Il faut une équipe, il faut des gens qui soient... Et si toi tu n'as pas ton équipe, soit tu la crées, soit tu deviens l'équipe toute seule parce qu'il faut que tu deviennes... Mais après, parce que de toute façon, tu dois devenir polyvalent finalement quand tu n'as pas l'équipe. Hein. Bah oui, c'est ça, tu vois. Et les gars, je les pousse, tous les gens, tu vois, j'ai des gars, on s'appelle tous les jours, de mon vacances, j'ai poussé à ça, tu vois. Je dis, parce que il n'y a que comme ça. En fait, ça se trouve dans un truc, il y aura 20% de quelque chose que tu sais faire que moi je sais pas faire. Ouais. Et c'est là qu'on pourra échanger. Et tu vois, il y a des gens que je trouve un truc tout bon. Peut-être c'est pas des bons artistes, mais c'est des bons communicants. Donc je les pousse à communiquer, tu vois. J'en dis, il faut que tu sois dans ce truc parce que tu peux communiquer super bien. Mais forme-toi. En fait, la formation, à un bout d'un moment, la base, elle est gratuite avec Internet. Et tu as plein de petits systèmes. C'est-à-dire que même si tu allais en profondeur, tu veux payer un truc, tu ne payes pas une formation à 10-15 000 euros. Ouais. Tu regardes en VOD, même si tu achètes, des fois il y a des promos à 9 euros. Mais tu as une partie des informations du truc. Ouais. Et là, déjà, c'est une base, tu sais avec qui tu parles et tu comprends le système, tu vois. Et au fur et à mesure, moi je suis vraiment pour cette démarche, quoi, tu vois, parce que sinon, ceux qui vont s'enrichir. Si au besoin, moi crier, moi